suivez de façon simultanée sur Watt FM, la fréquence est 100.8, également sur True TV, accessible sur le bouquet Canal+, au numéro 256 et 54, également sur la TNT du Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à cette première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et pour cette première convocation de la semaine, nous vous partageons cette pensée de l'écrivain Olivier Guèze qui dit ceci: l'histoire est le récit des contradictions humaines. Capitalisme et communisme font de l'individu un insecte. Le premier l'exploite et le second l'asservit. Bonne méditation en cette journée du 7 décembre 2020. Bienvenue à tous et à toutes. Lukman Sanfou est mon nom, président de ce tribunal de l'actualité. Bonjour Ben Abougma, bonjour Geoffroy Vaha. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougba, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux juges au siège de cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation qui vous permet en tout cas de nous suivre de façon optimale à cette émission, le tribunal de l'actualité. Alors, encore une fois, on va porter un jugement sur les faits majeurs de l'actualité et on vous avait assuré que nous suivrons l'évolution de la situation sociopolitique au Mali de très près, et ce depuis donc le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka. Alors, l'actualité à ce jour pour ce pays, c'est la désignation du colonel Malik Diao, qui est le numéro 2 donc de la junte, élu à la tête du Conseil national de la transition. Il était le seul candidat au poste de l'institution qui regroupe des partis politiques, des représentants de la société civile, des syndicats et des militaires, et compte 121 sièges, des non attendus mais également des surprises. On va y porter un jugement dans cette émission, le tribunal de l'actualité. Dans la deuxième partie, on s'intéressera au 14e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenu donc par visioconférence hier dimanche, et qui a porté sur l'initiative Faire taire les armes en Afrique. Vous le savez qu'en 2017 passé, l'Union africaine avait adopté donc une feuille de route pour faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020. Mais le constat, même si certains pays en tout cas connaissent un retour de paix, il faut d'autres continuent en tout cas de vivre sous la violence des armes, d'où notre questionnement: la paix est-elle hors de portée des Africains? On va s'y pencher à cette émission dans la deuxième partie de l'émission. Merci à tous et à toutes. Voici la première rubrique, les avant-propos. Merci encore une fois de votre fidélité à ce programme, le tribunal de l'actualité. Alors, la première partie, ce sont les propos libres donc des juges au siège qui font une lecture croisée de l'actualité nationale et internationale. Et pour ce lundi, c'est le juge Ben Abougma qui prend la parole en premier. Merci président. Mon avant-propos va concerner cette semaine qui commence, parce qu'aujourd'hui nous sommes au 7. Nous sommes également à quelques jours de la célébration, pour ne pas dire de la commémoration aussi du 11 décembre. Donc c'est une semaine importante pour les Burkinabés, une semaine importante pour notre pays. Donc à un moment donné de son histoire où il y a des attaques terroristes, où on parle de réconciliation, à un moment donné également où on a un nouveau président élu qui doit prêter serment très bientôt, donc il doit être réinvesti. Et voilà, donc j'ai dit c'est un moment important. C'est un moment aussi de bilan, d'introspection, de prospection. Donc je souhaite une très bonne semaine à tout le monde et puis une très belle fête de commémoration. Ça se fait également sur fond de polémique de reporter ou de ne pas reporter. Je pense que c'est clair que ça ne va pas être reporté. Donc c'est Bankora qui accueille et on termine, on boucle la boucle l'année prochaine avec Zinare, en attendant d'évaluer, de voir à quel cap, comment est-ce que les autres commémorations qui suivront vont se faire. Le second avant-propos, en lien d'ailleurs avec cet avant-propos, ce sont les décorations. Chaque année, ça occupe l'actualité. Ce sont les mêmes griefs. Il y en a qui sont décorés. On se pose la question pourquoi. Mais c'est tellement sensible qu'on vous traite de jaloux. Donc quand vous voulez en parler, c'est comme si vous êtes jaloux de la médaille de quelqu'un, alors que non, ce n'est pas ça. Quand on parle de services rendus à la nation, de bons et loyaux services, ce qui est demandé, c'est beaucoup plus de sérieux, parce que c'est en même temps l'image d'un pays qui est donné de voir.
Donc, quand vous regardez des profils, des gens qui ont passé leur temps à insulter des Burkinabés, puis bon, à un moment donné, vous vous rendez compte que le seul critère, c'est l'appartenance à tel ou tel clan. Comme on l'a vu sous la transition, on a vu également certains qui ont été décorés seulement parce que c'était des pro-transitaires, comme on les appelait. Cette année, on a l'impression également que c'est clanique, alors que ça ne devrait pas l'être. C'est là aussi que le débat se pose. Et pendant qu'on y parle, je me rappelle encore de l'interview que André Eugène Ilboudo, le fondateur, donc le cofondateur de l'association Vive le paysan de Saponné, et qui ont beaucoup contribué dans le développement et qui a également une radio à Ouagadougou, la radio des écoles avec l'académie de Ouagadougou et bien d'autres réalisations. En 2009, qui avait donné une interview et dit non, les médias appartiennent à tous les enfants du Burkina, tout le monde, tous les Burkinabés doit pouvoir prétendre à cela. Et en ce moment, lui, il s'offusquait du fait que depuis son combat qu'il a rappelé, il n'avait pas été décoré. Mais il dit, j'ai droit. Et il dit, ce qui est curieux, c'est que les gens se lancent dans un business, ils vont à Dubaï, ils nous envoient de la pacotille, et quelques années après, les mêmes sont décorés, après ont été épinglés pour ceci ou cela, pour des malversations. C'était un regard pertinent. Nous étions déjà en 2009. Est-ce qu'aujourd'hui la donne a changé? Non. Est-ce qu'il ne faut pas courageusement, quand on parle de distinguer, c'est des gens qui ont été mis à part parce que c'est un regard qu'on doit avoir le courage de faire, mais bon, comme la politique aussi est rentrée même dans la décoration, bon, le reste, on va attendre. Mais dans le lot, il y en a qui méritent, il y en a même qui ont été décorés, je dis bien, en retard, qui ça devait l'être avant même cette année. Et ça, c'est à saluer. C'est ça mon avant-propos. D'accord, merci à vous pour ces regards sur l'actualité au niveau du Burkina Faso. Pour ce qui est des distinctions au nord de l'État, on aura certainement les jours à venir le grand chancelier devant notre tribunal pour nous expliquer comment est-ce qu'on procède à cette distinction au nord de l'État burkinabé. Alors, Geoffroy Vaha, c'est à vous. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner la République démocratique du Congo avec Tshisekedi qui tente par vases et moyens de pouvoir gérer au mieux ce pays-là et avoir le coup des franches. Il était entré dans une coalition dès le début de son mandat avec le FCC de Joseph Kabila. Mais voilà 2 ans qu'on est dans un genre d'enlisement. Les choses sont en train de traîner du fait d'un genre de vision pas forcément partagé entre membres d'une même coalition. Et depuis, il y a des guéguerres internes, il y a un Joseph Kabila qui continue de peser de tout son poids, et donc qui rend les choses assez difficiles pour Joseph Kabila, et pour plutôt Tshisekedi. Et Tshisekedi qui a décidé donc de nommer un informateur. Cela, il faut le préciser, conforme à la constitution congolaise, et je pense que c'est un informateur qui a 30 jours renouvelable une fois, quelque chose comme ça, et pour constituer une majorité. Il y a des noms qui sont avancés, comme ceux de Katumbi et de Bemba. Il faut dire que ces deux messieurs, à eux seuls, peuvent ramener une centaine de députés. Si ma mémoire est bonne, je pense que le camp Tshisekedi en a une bonne cinquantaine, mais quand même l'Assemblée nationale congolaise, c'est 500 membres à l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que ce n'est pas rien. Et il y a un Kabila qui pèse encore de tout son poids et avec lequel il va falloir compter. Et puis vous forcément, si évidemment ce qui est entrevu par Tshisekedi doit prospérer, il faut aller débaucher aussi dans le camp notamment de Kabila. C'est ce jeu qu'il a donc commencé et cela ne se fera évidemment sans avoir en esprit qu'il pourrait y avoir aussi une contre-attaque de Kabila, laquelle, je sais qu'il y a quelques jours, Kabila tentait de sortir du pays. Bon, il avait, comme d'habitude, ses activités, mais il y a été maintenu. Et il y avait ces consultations-là qui avaient été entreprises, notamment par le président Tshisekedi. Il a passé en tout cas, il a fait le pas, il a franchi il a franchi la ligne. Maintenant il reste qu'à s'assumer et que les autres partis, donc petits partis on dira comme ça, puissent venir le mettre dans un confort pour pouvoir pour les années qui viennent œuvrer avec beaucoup plus de latitude pour le bien des Congolais. Et on sent clairement qu'il y a un Kabila qui va revenir, qui veut revenir. Je pense que c'est 2023. Les prochaines échéances en République démocratique du Congo, c'est un Kabila qui n'a pas envie de lâcher quoi que ce soit et qui a envie de se faire regretter.
Donc empêcher le nouveau président, les successeurs de pouvoir vraiment exercer, c'est emmener à regarder des résultats et regretter Kabila. C'est de ça aussi qu'il s'agit, et ça permet de le mettre plus à l'aise lorsqu'il voudra revenir dans le jeu politique. Donc il est déjà dans le jeu politique, de revenir au niveau de la présidence. Et ça, tout le monde sait que c'est quelque chose qu'il porte encore à cœur. D'accord. Merci à tous les deux pour ces regards sur l'actualité burkinabé et africaine. On va toujours poursuivre donc cette appréciation de l'actualité. On parlera cette fois-ci du Mali, qui est dans une dynamique de mise en œuvre donc de sa transition après le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, et après donc la désignation du chef de l'État, la nomination du Premier ministre et de ses membres de gouvernement. C'est donc la troisième institution de la transition qui a été mise en place il y a quelques jours, le CNT, qui était tant entendu par la population malienne et africaine, on va dire comme ça. Et parmi les 121 membres, des noms attendus, mais également des surprises que nous allons apprécier à cette émission du tribunal de l'actualité. Il faut retenir seulement que sur la liste d'officiels publiés, il y a en tête le colonel Malik Diao, qui est le numéro 2 donc, de la junte malienne, qui a pris le pouvoir, vous le savez, le 18 août dernier. Et parmi les membres de l'institution, il faut compter des proches de l'imam Mahmoud Diko, également des figures de l'ex-rébellion. Aussi parmi en tout cas ces membres-là, il y a des figures aussi de l'ex-majorité et également de l'ex-opposition, ainsi que le M5 surtout, qui est le mouvement de contestation qui a participé donc à la chute du président Ibeka et qui avait annoncé qu'il n'enverrait pas à son nom en tout cas siéger au sein du CNT. Mais on a pu en tout cas remarquer une surprise, des hommes issus donc de ces différentes formations sont désormais membres du CNT et qui aura donc un pouvoir législatif dans le lot. Il semble que certains ont cédé donc à la pression des militaires, d'autres sont en rupture de banc aussi avec leur parti, donc ce qui pourrait justifier leur présence à cette institution, le CNT. Quel regard porté donc dans la mise en œuvre de cette transition malienne? C'est la principale préoccupation du jour. Bernard Bougban, pour avoir donc vu placer le colonel Diao à la tête du CNT, on peut facilement dire que la junte a réussi sa main mise sur la gestion donc, de la chose publique au Mali. Oui, c'est aussi la preuve que, comme je l'avais dit ici, que ces militaires ont de la politique également dans l'âme et savent manœuvrer, parce que plus le temps passe, les ardeurs se refroidissent, et puis bon, plus le rapport de force est en leur faveur, parce qu'à un moment donné, chacun va dire, écoutez, il faut passer à autre chose, parce que c'est pratiquement en août. Nous sommes en décembre, c'est beaucoup de mois écoulés. Août, c'est le 8e mois. Nous sommes dans le 12e mois. Ça fait pratiquement combien de mois? 4 mois. Ah oui, donc on ne va pas traîner. Alors que la CEDEAO, l'Union africaine, a donné un temps à ne pas dépasser pour la transition. Donc plus vous prenez du temps, et ils regardent, puisqu'il y a des élections qui doivent commencer à être préparées. Donc il y a maintenant la diplomatie douce qui va se mettre en place, qui va arrondir les angles, qui va mettre de la pression, mais je vous dis, ça va être en douceur. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas. Donc si vous regardez comment est-ce qu'ils ont joué pour avoir la présidence, bon, on ne sait pas si c'est un militaire ou c'est un civil, et les postes de nomination qui ont suivi, que ce soit dans le gouvernement, mais que ce soit dans les autres organes, à travers les directeurs des cabinets aussi, ou dans l'administration du pays. Et dans l'administration du pays, ces militaires-là ont eu le génie d'être là, malgré les griefs et les récriminations, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas. Donc, et ensuite, par rapport au CNT, vous voyez tout le temps que cela a pris le M5 qui a menacé de ne pas reconnaître. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si ce même M5-là tente une grande mobilisation, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'avec la douce diplomatie, ça va y aller? Quand on sait que l'imam qui a commencé ces manifestations, avant d'être rejoint par les hommes politiques, l'imam est retourné à la mosquée, il a repris ses prières à la mosquée comme il le dit, et il a des hommes également dans l'équipage, parce qu'il ne va pas passer son temps aussi à faire la rue, puisqu'il avait dit que son problème c'était Ibeka est parti, il faut tourner la page. Pour un vieil homme également de son âge, je ne pense pas qu'il va vouloir quitter cette terre des vivants sans pouvoir aussi se réconcilier avec Ibeka. C'est un homme de Dieu, comme on le dit, il va à la mosquée, il dirige des prières, c'est un imam. Et selon les confidences, il a même tenté de rencontrer Ibeka, mais les proches d'Ibeka ne voulaient pas. Est-ce que maintenant c'est fait? Donc,
est-ce qu'il ne faut pas aussi lâcher du lest à un moment donné pour regarder comment on sauve le Maliba, comme ils le disent. En ce moment-là, vous faites deux choix. Soit le choix de la raison, ou bien vous faites un autre choix qui peut également contribuer à amplifier les conséquences non voulues pour le Mali. Donc, sagement, les militaires ont su manœuvrer, ont récupéré les postes qu'ils veulent récupérer avec un peu plus de subtilité et pour continuer. Donc, c'est des militaires qui ont assumé leur coup, qui ont renversé, qui ont aidé Ibeka à descendre. Bon, comme tout le monde a accepté que c'est une démission assistée, qui ont aidé Ibeka à descendre, maintenant qui ne veulent pas céder l'appareil. Parce qu'il y a plusieurs forces en présence. Vous avez l'armée qui est une force, vous avez les politiciens qui sont une force, mais vous avez aussi des religieux à côté également qui sont une force. Donc, à l'analyse de ces forces en présence, c'est de quel côté la force doit pouvoir balancer. Donc, il faut jongler pour créer un équilibre pour que l'une des forces ne soit pas fortement représentée. Donc, nous, notre transition, des jeunes insurgés, des hommes politiques insurgés ont fait l'insurrection, ont remis à l'armée de prendre ses responsabilités. D'autres ont carrément refusé d'assumer leurs responsabilités devant l'histoire pour revenir critiquer des actions qui ne sont pas achevées alors qu'ils auraient pu s'assumer autrement. Donc, les Maliens, les militaires maliens, comme je l'avais dit, parce qu'avant, quand il y avait un coup d'État, c'est les militaires qui assument jusqu'au bout. Au Burkina, au Niger, partout ailleurs, c'est comme ça. Mais maintenant, les choses ont changé. Vous renversez le pouvoir, on vous dit de mettre un civil et vous continuez. Les militaires maliens ont trouvé la parade et bon, pour le moment, en tout cas, de mon point de vue, les choses semblent être pliées parce que les jeunes maliens aussi ont besoin de pouvoir aller travailler, pouvoir régler le loyer et les factures à la fin du mois. Absolument. Et ça, ce n'est pas un homme politique qui appelle à manifester, qui a des comptes sécurisés et parfois au-delà des frontières, c'est pas lui qui va payer. C'est pas lui qui va casquer ça. Donc on a vu des gens qui étaient détenus entre les mains des otages qui sont arrivés fringants, alors que le jeune malien, lui, son quotidien n'est jusqu'à présent pas assuré. Donc, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas mieux de réunir les forces, réussir la transition et passer à autre chose? Je pense que les Maliens sont beaucoup plus dans cette logique. Et Geoffroy, on a suivi en tout cas le débat qui a précédé la mise en œuvre de ce Conseil national de transition. Ça a été l'instant d'un certain clivage plus ou moins profond. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce jour, la junte a pu se jouer de la classe politique malienne, ou bien les Maliens ont su faire montre en tout cas d'une certaine responsabilité et retenir que l'essentiel, c'est-à-dire travailler à l'unisson pour relever les défis qui se présentaient? Moi, je pense que ce qui est en train de se passer au Mali, c'est les Maliens seuls qui peuvent à la fin apprécier. Parce que quand vous regardez, il y a eu, c'est vrai, une forte pression dans la rue avec les mouvements que l'on connaît, M5, FRP et tout cela. Mais ça a eu le mérite d'affaiblir Ibeka. Mais non de lui donner le coup de grâce. Ce coup-là, c'est les militaires eux-mêmes qui l'ont donné, et donc peut-être estiment avoir fait l'essentiel, mais dans la question de l'exercice du pouvoir après, il y a les militaires qui sont plus que présents. Depuis la présidence avec un ancien militaire jusqu'à maintenant Diao qui prend la tête du CNT, et on a l'impression qu'on a juste un premier ministre qui est, on va dire, le justificatif civil d'un pouvoir militaire. Mais quoi qu'il en tienne, pour moi le plus important, c'est comment les grandes questions maliennes seront gérées, notamment la question sécuritaire qui est d'abord essentielle. On pourrait peut-être se dire à un moment donné, bon, comme il y a du militaire pour décider de ce qui sera fait, ça veut dire que sur l'approche sécuritaire et la réponse, on aura le militaire qui s'exprimera. Donc on ne dira plus que c'est les décisions de personnes non averties des questions sécuritaires qui laissent le Mali dans une situation qui est difficile. Soit. Et je pense que ça, au moins on aura crevé l'abcès sur ce chantier-là, sur ce côté. Maintenant, il y a la question de l'exercice du pouvoir, parce qu'on a un CNT qui vient d'être constitué, c'est quoi, 2 mois après que le président lui a été désigné. Donc on est, comme disait Bernard Bougouma tout à l'heure, dans une question de vitesse, pas forcément de précipitation, mais peut-être quelque chose qui tient lieu d'une célérité, parce que c'est quand même une transition qui a 18 mois pour donner le pouvoir aux civils, organiser des élections. Maintenant, quand on regarde la composition de toutes les institutions qui composent notamment cette transition-là, est-ce qu'il y aura vraiment un passage aux civils? Est-ce qu'on n'aura pas
à la fin encore un ancien militaire qui candidatera et que on ait un président civil ancien militaire, ou je ne sais pas comment on va définir la chose, tant il est vrai qu'aujourd'hui il y a du militaire qui ne veut pas forcément laisser la place aux civils. Et quand vous regardez le CNT, c'est 121 membres, et d'emblée il y a les militaires qui se sont arrogés le droit d'en désigner 22 qui sont issus de leur rang. Top départ, ça a été ça. Et n'oubliez pas qu'ils ne s'en sont pas arrêtés à la question des 22. Ils ont aussi usé de tous leurs poids pour ce qui est du reste. Donc, c'est donc normal qu'il y ait à la fin, lors de la désignation du président de ce Conseil national de transition, le militaire qui passe au les mains. Diao, il a été élu, je pense qu'il a été désigné à 111 voix sur les 121 voix. Donc, c'est comme s'il a été adoubé de façon logique, triviale. C'est passé. Mais parce qu'il y a une mainmise du militaire et c'est eux qui sont en train de gérer un peu les choses. Bon, je ne dis pas que ce soit mauvais en tant que tel, mais je pense que les actes, il faut les juger après qu'ils soient posés. Parce qu'aujourd'hui, on a, c'est vrai, les militaires qui ont l'impression d'avoir tout récupéré, mais pour moi, le premier problème malien, c'est d'abord la question de sécurité. Et puis après, il y a d'autres questions qui viennent se greffer. Et puis, n'oublions pas aussi qu'il y a une réalité, c'est qu'au Mali, on a un ministère de l'administration territoriale qui est à charge de l'organisation des élections. Et ça, c'est la question qui a été un peu la pomme de discorde et qui a créé le clivage profond qu'il y avait au sein de la classe politique. Est-ce que remettre la question dans les mains des seuls politiques allait régler le problème, étant entendu que c'était eux encore qui géraient ces questions-là, ou ils sont rentrés dans les questions de chapelle, et puis après on a vu ce que ça a donné, jusqu'à ce qu'on ait une cour qui soit désavouée et dont on a demandé la mise à plat pure et simple, donc l'annulation. Et donc ça, c'est des problèmes maliens aujourd'hui. Comment est-ce que des élections transparentes, des élections qui donneront foi et un processus dans lequel les Maliens auront foi pourra être mis en place et organisé par ceux qui sont là aujourd'hui, pour moi c'est vraiment le plus important. C'est vrai qu'il y a des gorges chaudes, notamment les organisations de la société civile qui se sentent pas assez représentées, notamment avec le combat qui a été les leurs, mais n'oublions pas aussi qu'il y a les groupes rebelles. Quand on prend par exemple les mouvements comme Azawad, ils sont représentés au sein du gouvernement, mais aussi au sein du CNT. Et il y a beaucoup de mouvements aussi qui dénoncent le fait que même ayant rejeté le processus, ont vu certains de leurs membres au niveau du CNT. Maintenant, au lieu de dire retirez-vous, ils disent non, on prend acte. Parce que c'est bon aussi d'avoir ces membres là-bas. C'est un peu ce que ça a donné au niveau de ce CNT-là. Maintenant, après, vous allez faire la fine bouche pour dire encore que c'est un militaire qui est à la tête. Mais la plupart d'entre eux, même je prends le cas du mouvement de l'Azawad, qui a été quand même assez dur sur le processus pour mettre en place les membres du CNT et la désignation du président. Ils n'ont pas pour autant décidé de se retirer. C'est-à-dire même ceux qui ont critiqué, qui ont été les plus acerbes, ont dit bon, on prend acte. Et puis si je ne me trompe pas, il y a même notre fameux artiste Salif Keïta qui devrait y siéger. C'est peut-être l'info que j'ai, mais je ne sais pas si c'est avéré. Il faut qu'on regarde entre les livres, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si c'est avéré, mais c'était une info que j'avais vue. Mais bon, je veux dire que c'est une composition qui ne... Je crois aussi que quand on regarde le caractère éclectique de ce que compose le Mali en termes de force, c'est difficile de pouvoir contenter tout le monde. Et puis vous savez, le militaire à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il décide. Et puis ça s'applique. Je pense que c'est ce dans quoi on est actuellement au Mali. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne peut pas en tout cas plaire à tout le monde, mais il y a des militaires qui jouent aussi leur va-tout, et ça, il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'il y aura une période de grâce ad vitam aeternam. Non, à un moment donné, les Maliens qui ont été durs avec Ibeka ne reculeront pas devant eux. Bernard, de façon générale, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est l'attitude de la classe politique malienne, elle qui avait des appréhensions, qui était réticente, qui avait des critiques vis-à-vis de comment est-ce que les choses se tramaient, et à la dernière minute, aucun cadre de la classe politique n'a candidaté justement pour ce poste de président du CNT. Est-ce que ce n'était pas la bonne voie qu'on entendait jusqu'ici? Les hommes politiques sont dans le calcul, sont dans l'opportunisme. Donc, souvenons-nous de la transition burkinabé. Aux premières heures du 30
vous avez vu des hommes politiques, notamment le CFOP d'alors, avec les jeunes, l'armée n'a qu'à prendre ses responsabilités, ceci ou cela. Le général Louga a été appelé à la rescousse. Il y a un convoi qui a démarré de Palais Moro Naba pour aller pour la prise de pouvoir, qui est revenu sur ses traces, sur ses pas, pardon. Bon, finalement, c'était un cafouillage. Le 31, dès que Blaise a disparu de son palais, les hommes politiques burkinabés aussi ont disparu des radars. Qui va prendre la transition? À l'armée de voir, et puis bon, et la suite on la connaît. Vous les appelez, vous ne les gagnez pas, parce que lui il regarde la prochaine élection. Il ne veut pas se mêler de la transition, soit pour se compromettre, ou bien ne pas pouvoir se présenter pour la candidature à la présidentielle. Il y a des hommes politiques en son temps qui voulaient, mais le rapport de force aussi n'était pas en leur faveur. Et le CFOP tranche, il n'est pas question qu'un ancien du CFOP prenne la transition. Donc, aux premières heures, les hommes politiques ont disparu et ont commencé à faire les calculs. Dans les nominations, chacun a essayé de glisser pour insérer ses membres dans les organes pour contrôler la transition et puis bon, pouvoir récupérer les choses. Même le pouvoir de Blaise qui était tombé avait réussi aussi à placer certains qui ont pu tenir et puis bon voilà. Mais la suite aussi, on la connaît. Les Maliens, les hommes politiques maliens aussi sont dans ce calcul-là. C'est ce qui a fait que les choses ont traîné jusqu'à présent. Donc les hommes politiques maliens sont, la dernière fois, il y a 2 semaines, vous avez vu la conférence de presse du M5, mais c'était très fort. Voilà, donc c'est ce qui fait que nous sommes dans une telle situation. Donc il y en a qui ne veulent même pas, qui ne veulent pas se mêler au niveau du CNT, prendre les choses, mais voilà. Mais la réalité, quel est cet homme politique malien qui peut être soutenu à tour de bras par l'armée pour pouvoir prendre cet appareil, le Conseil national de la transition? C'est qui? Parce que c'est d'abord ça l'enjeu. Ici, ça a été différent parce qu'aux premières heures, des civils qui ne sont pas des politiques forcément, pas dans des partis politiques forcément, ont prêté une main forte à l'armée à travers la personne de Zida qui venait de prendre le pouvoir. Certains sont des conseillers au culte des hommes politiques, certains sont des conseillers spéciaux, d'autres c'est officiel, d'autres c'est pas officiel. Certains ont même été des candidats malheureux à des élections législatives, comme Chérif Si à l'UNIR en son temps, et bien d'autres, comme le professeur Louada, à qui on dit qu'il conseillerait politiquement Diabré à tort ou à raison, comme Ibriga, président du Focal, Focal dont on dit également c'est l'appendice, c'est la branche société civile de l'UPC. Donc il y avait Guy Hervé Kam qui était avocat également de l'UPC en son temps. Donc vous avez effectivement des hommes proches des hommes politiques, mais qui n'assument pas le militantisme politique affiché avec carte du militant à l'appui, mais qui ont des acquaintances ou de la proximité politique ou idéologique avec certains leaders, et qui avaient mis leur intelligence et leur savoir-faire technique sur le plan du droit, sur le plan du droit, qui sur le plan de la communication, qui sur ceci, qui sur ceci, qui avaient mis tout ce background-là au service de Zida. Donc la suite on la connaît. Donc le retour, ça a été comme une redistribution des cartes. Quels sont ceux qui ont accompagné Zida pour la prise du pouvoir dans la nuit du 31 au 1er novembre? Donc vous n'êtes pas trop éloigné de la situation malienne. Non, c'est important. L'exemple burkinabé est très important. Je fais ce rappel historique, ce parallèle pour arriver au cas malien. Alors que dans le cas malien, c'est différent. C'est la rue qui a commencé le mouvement, mais les militaires ont achevé sans, différent du Burkina, sans la rue. Parce que quand ils sont allés faire tomber Ibeka, c'est vrai que les Maliens sont sortis applaudir, mais c'est eux qui ont maîtrisé l'appareil. La dernière minute, ils ont tout assumé. Mais au Burkina, la rue a chassé le Blaise Compaoré et les militaires sont venus prendre. Et entre les militaires même, pour des questions internes, d'autres un lieutenant-colonel a coiffé au poteau un général d'armée. Au Burkina. Au Mali, c'était différent. Donc ces jeunes militaires-là qui ont pris le pouvoir, la rue regardait impuissante. Elle était contente que Ibeka soit tombé, mais elle ne maîtrisait pas véritablement l'appareil.
ce qui est différent du Burkina. Donc, les hommes politiques maliens ne pouvaient pas faire mieux. Il fallait nécessairement travailler à avoir l'onction des civils, des militaires. Mais les militaires ont tenté de les associer. Quand les premières invitations ont été envoyées pour parler de comment est-ce que la transition allait s'opérer, les hommes politiques maliens ont dit non. On ne peut pas nous inviter individuellement. C'est un collectif qui a porté la lutte. Il faut inviter le collectif et non des individus, des partis différents. C'est-à-dire on envoie l'invitation à tel président des partis, ils ont dit non. Et les militaires également savent qu'avec le temps, ils vont finir par se lasser. Certains qui avaient goûté au pouvoir tentent rapidement de revenir. Ceux qui n'avaient jamais goûté rêvent d'occuper des responsabilités. Le temps aidant et les questions d'intérêt également faisant, ils ne vont pas pouvoir s'entendre. Et nous sommes dans une telle situation. Donc le Mali, c'est très différent du Burkina Faso. Parce qu'au Burkina, ça allait vite. Au Mali, ça peut du temps. Nous, 4 mois après la transition, on était à autre chose. 4 mois après l'insurrection, on était à autre chose. 4 mois après, ils sont en train de mettre en place un CRT. Nous étions à des années-lumière déjà. Donc ce n'est pas le même contexte. Donc les Maliens n'auront que leurs yeux pour pleurer. Les hommes politiques qui ont trop calculé aussi, c'est ça. À un moment donné, il faut regarder le rapport de force et en quelle faveur. La question qu'on se pose, c'est comment cette configuration du CNT au niveau du Mali peut bien résister au temps, parce qu'on nous apprend qu'il y a certains qui sont membres, après avoir en tout cas marqué la rupture de ban avec leur parti, d'autres auraient cédé face à la pression des militaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas craindre un blocage dans l'exercice de ce CNT-là, du fait justement que c'est un homme de l'armée qui est à sa tête, mais en même temps, il y a des hommes politiques aux intérêts divergents qui sont en place? Oui, vous faites bien de le dire. Quand on regarde, il y a des partis tant de l'opposition que de l'ancienne opposition, tout comme de l'ancienne majorité, qui sont donc à cette Assemblée nationale là, donc Conseil national de transition, alors que au départ, de convictions qu'ils partageaient, personne ne pouvait penser qu'ils pourraient accepter d'y être. Mais ils ont pris acte. Et moi je pense que même si on parle de pression de militaires, il faut peut-être relativiser les choses, parce que certains qui disent avoir vu leur nom et avoir été surpris de voir leur nom, qui par contre ne manifeste aucunement le désir de quitter ou de rejeter la décision qui a été prise, ça laisse beaucoup ça fait réfléchir. Et c'est à se demander si ce n'est pas des gens qui sont même en rupture de banc avec la position de leur parti d'origine. Quand on prend le cas de l'ADEMA par exemple, c'est des partis aussi c'est des forces qui avaient clairement donné et partagé leur opinion sur la composition de ce CNT là. Dès qu'ils ont appris qu'il y aurait 22 qui viendraient de la junte, et il y a beaucoup d'autres, comme les organisations de la société civile, qui elles aussi avaient rejeté en bloc la composition qui leur avait été présentée. Mais dès que les noms sont sortis, personne n'a dit que non, je ne viens pas. C'est ça aussi la réalité. Maintenant, il y a une autre lecture aussi qu'il faut faire, c'est qu'on a une junte qui est en train de bétonner les choses. Parce que regardez bien, on a une Assemblée nationale qui est constituée. Ça veut dire que même la charte de la transition, on peut la modifier. Et ça veut dire que dès qu'on la modifie, c'est cette junte-là qui se retrouvera fragilisée. Donc, dans la composition et puis dans les possibilités de modification, elle tente de bétonner les choses. Et tenez-vous bien, pour pouvoir modifier aussi cette charte-là, d'abord, la volonté doit émaner du président. Et puis, deuxièmement, pour siéger, il faut au minimum les 3/4. Donc ça, les militaires, ça va être difficile. Et puis, la décision doit se faire aux 4 tiers. Aux 3/4 plutôt. Aux 3/4. Donc, ça devient encore plus compliqué. Ça veut dire qu'ils ont bétonné leur affaire. Pour pouvoir changer les dispositions, alors là, il faut d'abord une pression sur le président, et puis que les militaires soient mis en minorité au sein de ce conseil-là. Donc, je pense qu'ils ont bien réfléchi à leur affaire, et ce qu'ils veulent, c'est ne pas revenir à remettre en cause ce qu'ils ont obtenu, c'est vrai, en jouant des coudes, mais qu'ils ont obtenu, ils ne veulent pas revenir derrière. Il faut avancer. Maintenant, il faut avancer, ça sera comment? Peut-être que le débat, parce qu'on a senti depuis un certain temps une certaine opposition entre
les organisations de la société civile, certains partis politiques et la junte. Est-ce que ce débat-là va continuer au sein de l'hémicycle? C'est la grande question qu'on va se poser. Mais je ne pense pas trop, parce que lorsqu'il s'agira d'organiser les élections, je pense que les clivages qui se feront sentir, ça sera maintenant au sein de l'ancienne majorité de l'opposition. On passera à autre chose. Parce qu'on parlera élection, on parlera organisation des élections et on sera en train de baliser les choses pour aller à cet élément-là qui est celui qui est essentiel et la mission dévolue à une transition. Passer le pouvoir assez rapidement. Donc quand viendra la question du sujet de l'organisation de ces élections, peut-être c'est en ce moment-là que le militaire, donc cette jeune qui est représentée, viendra en arbitre. Ça risque d'être vraiment comme ça. Et bon, maintenant il y a d'autres sujets qui sont encore chers aux Maliens, qui sont portés notamment par les organisations de la société civile, et on verra peut-être comment le débat va s'y mener sur ces questions-là. Entre-temps, vous disiez dans votre propos que les militaires, vers la fin, ils aiment décider et puis on avance. Est-ce que cette posture-là, cette qualité qui est la leur, peut bien coïncider avec les aptitudes d'un président de CNT qui doit être dans la concertation et on finit par voter? Ce sont les principes en tout cas élémentaires de la démocratie au niveau législatif. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des projets de loi ou des décisions où on aura véritablement un président de CNT qui mettra tout le monde au pas, et ce qui pourrait être contraire justement à ce qu'on a comme habitude au niveau des assemblées nationales? Oui, mais bon, je pense que même quand on est militaire et qu'on descend en politique, on sait bien l'arène dans laquelle on est. Et je crois aussi que depuis qu'ils sont arrivés, avec le fameux, c'était CNSP ou le nom j'oublie, avec le fameux CNSP, on n'augurait pas de manœuvres telles qu'ils ont pu les mener jusqu'à aujourd'hui. N'oublions pas qu'ils arrivent à un moment donné où on a des organisations de la société civile qui sont en tandem avec les partis politiques, mais qui font souffrir Ibeka et qui parviennent à l'affaiblir. Et ça, c'est dans ce contexte-là qu'ils arrivent. Donc, ils ont face à eux une vraie machine. Mais ils ont pu manœuvrer jusqu'à aujourd'hui. D'abord, en parvenant à positionner ce conseil qu'ils avaient mis sur place, CNSP, et ça, c'est pas tous les Maliens qui l'acceptaient, notamment les forces qu'il y avait en face. Les partis politiques commençaient déjà à crier attention, on n'a pas fait notre combat pour que des militaires viennent s'asseoir, il faut très vite passer la main aux civils. Mais même ça, quand les discussions ont continué, vous voyez comment est-ce qu'ils ont manœuvré avec quelqu'un comme Diko, l'imam, qu'on a vu entrer presque dans les comment dire cela, dans la hiérarchie un peu pays, où lorsque les premiers venus d'ailleurs venaient féliciter le Mali pour la nouvelle dynamique et le passage qui s'est fait sans Benstan, eh bien vous voyez l'imam Diko qui était presque dans les délégations, on ne comprenait vraiment pas les choses, et puis après il est parti à sa mosquée. Il est reparti à sa mosquée. Et vous regardez au niveau des organisations de la société civile, pendant que les discussions se mènent, il y a un genre de guéguerre maintenant en leur sein. Donc ils ont manœuvré petit à petit, ils ont montré qu'ils ne sont pas si niais en politique, et ils ont démontré que en matière de calcul, ils ont aussi à partager. Et je pense que c'est parce qu'ils ont aussi ce noyau dur là que jusqu'à présent ils ont pu mener les choses, ils ont pu mener la barque, et que dans tout ce qu'on a comme représentation, donc institutions qui sont de l'émanation de l'État, ils sont bien positionnés parce qu'ils ont manœuvré. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on parle de pression, mais je ne pense pas qu'ils aient mis encore le pistolet sur la tempe de quelqu'un. Donc tout se fait à la négociation, tout se gère dans les couloirs, mais ils manœuvrent, et ça c'est l'œuvre politique d'abord. Et je pense que sur ce jeu-là, ils ont montré leur capacité jusqu'à présent. Maintenant, c'est vrai que le débat au sein d'une assemblée nationale, c'est tout autre, c'est le jeu des intérêts, et c'est à la majorité que la décision se prend. Maintenant, la simple force ou la simple la simple pression, ça ne suffira pas. Il faut la force maintenant de l'argument, il faut la pression de la conviction, et c'est comme ça qu'on appâte et on arrive à avoir des gens vers son camp. Mais ils sont dans un confort déjà avec les 22
qui sont du camp du président de l'Assemblée nationale. Ça, le président du CNT. Et le reste, ça sera à chercher à grappiller ici et là. Mais quand on regarde la façon dont et des membres de l'opposition qui rejetaient la composition et des membres des organisations de la société civile qui nommaient n'ont plus dit mots, il faut comprendre qu'il n'y a pas que 22. Dans leur cas, il y a bien plus. Alors, la question des sorties pour ce débat malien, justement, c'est quel pourrait être le défi principal pour ce CNT, parce qu'une fois mis en place, il faut travailler, il faut faire en tout cas ce qu'il y a comme prérogative, parce qu'on a dit que c'est un organe qui aura un pouvoir législatif, un peu comme sous la transition au Burkina Faso, donc une assemblée nationale et qui va certainement travailler à contrôler l'exécutif, voter les lois, consentir l'impôt. Quel pourrait être le défi justement pour ce CNT? Est-ce qu'on ne risque pas de tomber un peu dans les travers que nous avons connus avec le CNT du Burkina Faso, où on s'est empressé à quelquefois en tout cas de voter des lois qui se trouvent en tout cas être en difficulté avec la mise en œuvre pour le pouvoir d'après? Bon, en tout cas, puisque c'est l'organe législatif de la transition, donc son travail c'est les missions dévolue à une assemblée nationale, donc dans une république normale. Donc c'est voter la loi, consentir l'impôt et puis contrôler l'action du gouvernement. Et donc c'est un organe également qui est très attendu par rapport à pouvoir élaborer des lois sans passion, comme au Burkina, on a voté des lois après l'application est difficile, sans passion, avec suffisamment de recul qui tiennent compte des enjeux, des défis actuels du Mali et aussi pour les besoins du Mali dans 10, 15, 20 ans et plus. Donc, quel Mali cet organe-là va contribuer à édifier, parce que les moments de transition sont des moments importants pour les nations qui peuvent, à partir de ce moment-là, se relever, puis c'est parti. Donc, si on loupe les choses, ça risque de ne pas effectivement bien se passer. Donc, comment est-ce que ça va se porter? Ça va être un travail d'Assemblée nationale. Maintenant, le reste, c'est la sagesse et l'intelligence, mais aussi, surtout, la qualité des hommes qui va faire la différence. Par rapport à ce qu'il y a à avoir comme regard, ça va être un élément très important. Est-ce qu'on peut miser sur la qualité des hommes, parce que c'est une assemblée, un CNT composé de personnes désignées et non élues, clairement. Oui, personnes désignées et non élues, c'est ce qui pose parfois problème, c'est ce qui fait que certains Burkinabés n'ont pas reconnu l'action du CNT, parce que pour eux on ne peut pas choisir comme ça. Maintenant, bon, je pense que c'est un travail aussi qui a été fait sur la base de critères. Les partis politiques ont envoyé des représentants. Les mouvements, les organisations de la société civile ont également envoyé, l'armée aussi a envoyé. Donc chacun choisit normalement les profils pour représenter en fonction du travail à faire et en fonction de la qualité des membres. Donc vous ne pensez pas parce que vous êtes forcément baron de OSCC, vous n'avez rien à y faire si vous n'avez pas les qualités humaines et intellectuelles. Bon, il ne faut pas s'y aventurer. Mais quand on part pour faire du faire-valoir, parce que c'est nous qui avons continué à renverser IBK, c'est nous notre heure, parce que c'est certains ont dit au Burkina, c'est notre heure, c'est notre temps, nous on ne peut pas renverser Blaise et puis rester sans rien avoir. Bon, comme si on revendiquait une part de gâteau, en ce moment la qualité du travail va en pâtir. Donc maintenant, la qualité du travail, je dis bien, peu importe le mode de désignation, ça c'est maintenant les questions de fond et de forme. C'est la qualité du travail va être fonction aussi de la qualité des hommes et des résultats à atteindre. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Et les lois qui vont être élaborées, c'est pourquoi. Donc, il y a beaucoup d'éléments effectivement à pouvoir prendre en compte. Et ça, c'est un organe de transition. Ailleurs, il y en a qui mettent un organe de 45 jours pour revoir la constitution, puis passer une constituante, comme on le dit. Il y en a au Burkina, il y en a qui avaient proposé une constituante. Ici, on a préféré pratiquement un organe législatif en bonne et due forme, malgré ce qui s'est passé. Mais bon, les Maliens aussi ont emboîté le même pas. On attend de voir comment est-ce que ça va aboutir. À quoi est-ce que ça va aboutir, véritablement. Geoffroy, comment faire pour ne pas tomber dans le piège de la passion législative, si on peut l'appeler ainsi, parce que souvent on a envie de bien faire, on vote tellement de lois qui ne servent pas véritablement pour la suite. Comment vous appréciez, quels sont les défis justement au niveau de l'CNT du Mali? Non, moi j'ai dit que la première réalité malienne, c'est d'abord la question de la sécurité. Et ça va faire forcément l'objet d'âpres débats. Et puis n'oubliez pas qu'à un moment donné, ce qui a été reproché à IBK, c'est de ne pas donner vraiment les moyens à son armée de combattre. Ça, c'était une réalité. Maintenant, comme vous avez les rênes,
et que on va dire les propositions sont faites au niveau de l'Assemblée, passent devant l'Assemblée nationale, et puis c'est vous qui consentez tout au niveau de cette Assemblée nationale de ce qui devrait pouvoir être dépensé et pourquoi. Donc ça veut dire que vous avez les coudées un peu plus franches. Donc les critiques qui étaient acerbes à l'endroit de l'ancien pouvoir, vous avez maintenant les moyens de redresser les choses. Maintenant, il ne faudrait pas avoir les yeux plus gros que la tête. Parce que n'oublions pas aussi que ce qui a fait pécher aussi notre CNT ici, c'est la réalité de sa composition. Vous savez, c'est pas forcément ceux qui sont rompus à la chose politique et à mesurer les implications des décisions qu'on prend. Parce que le plus dur, ce n'est pas seulement de décider, mais c'est de savoir comment encadrer les choses pour que ce que vous voulez ne soit pas perverti à la fin et que dans son application, il n'y ait pas de souffrance. Et quelquefois, il ne faudrait pas être, j'aime bien le mot niais, parce qu'en politique, c'est en personne avertie qu'on vient. Et quand il s'agit de décisions à la grandeur État, il ne faut pas s'amuser à se tromper. Il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments, et ça c'est très important. Donc quand vous êtes dans votre bulle, vous êtes par exemple organisation de la société civile, vous êtes d'un pan, vous pensez que c'est ça le plus important, les autres questions ne vous intéressent pas, quand vous votez c'est par conformisme et tout, il y a des choses qui vont passer et puis après vous allez tous être contents parce que c'est que le regret que vous partagerez ensemble parce que vous aurez voté des lois qui ne sont pas opérationnelles ou bien qui ont des difficultés à être appliquées. C'est ce qu'on ne va pas souhaiter, c'est vrai, à ce Mali-là, mais ils sont dans leur composition, quoi qu'on dise, très différent de ce que nous avions ici, où on avait beaucoup plus d'organisations de la société civile, des partis politiques qui ont envoyé quelques éclaireurs, mais qui n'ont pas voulu être vraiment directement liés. On a eu même des organisations de la société civile, vous vous rappelez très bien, comme le Balai citoyen et autres, qui ont décidé même de ne pas y prendre part. Donc pour le Mali, c'est un peu différent. C'est vraiment un peu différent. Et il reste à espérer que, bon, pour le principal, qui est l'organisation des élections, les bonnes décisions seront prises. En tout cas, on va espérer que ce CNT puisse jouer pleinement son rôle, qui est donc de défendre de façon générale les intérêts des Maliens. On aura l'occasion d'apprécier son travail au pied du mur, comme on dit. Merci à tous les deux d'avoir donné votre lecture sur cette composition du CNT au niveau du Mali. On va consacrer 10 minutes donc à d'autres questions. Et cette question principale, la paix est-elle hors de portée des Africains? C'est une question à laquelle on s'est posé au regard donc de ce qui a été assigné comme feuille de route par l'Union africaine en 2017. Justement, l'institution avait en tout cas porté cette feuille de route pour faire taire les armes en Afrique. Et hier dimanche, il y a eu le 14e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour évaluer cette initiative, cette promesse-là. Alors, mais le constat est que certains pays connaissent sûrement un retour de paix, mais d'autres continuent de vivre sous la violence des armes, d'où notre questionnement, justement, comment conjurer le sort, on va dire, de cette violence sur le continent. Benabouma, c'est une promesse, c'est une ambition, un objectif 2017-2020. On n'a pas pu en tout cas faire taire les armes parce que sur le continent, on peut faire une cartographie. Il y a encore certains qui renouent avec la violence et même de nouveaux foyers de tension comme au niveau de l'Éthiopie avec le conflit du Tigré, entre autres. Quelle est votre appréciation justement de cette ambition qui n'a pas été au rendez-vous? Bon, cette ambition qui n'a pas été au rendez-vous, c'est vrai, parce que à l'intérieur de ces tensions, parfois c'est beaucoup plus de tensions politiques, comme au Mali, comme en Côte d'Ivoire. C'est lié aux questions de la démocratie. Maintenant, en Éthiopie, là, c'est beaucoup plus d'un autre genre. C'est pratiquement des localités, donc risque de rébellion parfois. Donc ça, c'est différent de certains foyers de tension. Donc les questions politiques suscitent également de la tension parce que sur la chose démocratique, il n'y a pas de modèle parfait. Aux États-Unis, on a vu également qu'avec les élections, là-bas aussi c'était un foyer, c'était une tension qui ne disait pas son nom aussi. Ça aurait été en Afrique, on allait, voilà. Donc, mais c'est à quelle limite on s'impose dans les autres pays comme ici. Bon, voilà. Donc, quand il y a aussi des élections sous le tropique, ça craint. Donc, il y a ces éléments-là. Maintenant, est-ce que la paix n'est pas faite pour l'Afrique? Je dis non, les choses ont quand même évolué. Les guerres civiles ont beaucoup diminué. Les rébellions qui éclatent dans des pays et qui durent des années sont en train également d'être derrière nous. C'est vrai que la chose est muée maintenant en terrorisme.
Et c'est des attaques terroristes. C'est vrai, ça change la donne et de regard, comme au Nigeria, comme dans la bande sahélienne. Maintenant, bon, c'est différent, j'ai dit bien. Donc ce sont des violences, des tensions, ça perturbe la paix, mais ce n'est pas comme ce qu'il y avait dans des années où vous pouvez faire 10 ans, et dans le même pays, il y a toujours, comment on appelle ça, des affrontements. La guerre civile au Nigeria, au Libéria, c'est pratiquement 10 ans. On a eu en Sierra Leone, c'est des années, comment on appelle ça. Ensuite, la Côte d'Ivoire, la crise, la rébellion, ensuite la crise post-électorale, c'est pratiquement 10 ans. L'Angola, et j'en passe. Mais j'ai dit bien, ce sont des foyers de rébellion qui sont éteints et on est en train de passer à autre chose. Maintenant, ce qu'on est en train aussi de travailler à continuer en Afrique, ce sont les violences post-électorales, pré- ou post-électorales. En Côte d'Ivoire, c'était des violences pré-électorales et post-électorales que nous avons vues. Donc avant les élections et quelques temps après les élections, et même pendant les élections, on a vu ces violences-là. Au Mali, bon, c'est différent, c'est après les élections qu'on a eues. Donc, mais je dis bien, ce sont des foyers dont le nombre est en train aussi de se réduire, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, les Africains comprennent les enjeux de la démocratie. J'ai dit petit à petit, il y a des hommes politiques qui étaient là, donc qui tapent 10 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir, comme Biya au Cameroun également, c'est conséquence de la longévité. Mais les pays où vous n'avez pas de longs règnes, on entend moins parler de ces tensions ou de ces crises post-électorales. Le Niger est en train finalement de finir avec. Le Bénin s'est réglé. Le Ghana s'est réglé. Et de mon point de vue, je pense qu'au Burkina aussi, nous sommes en train aussi de passer à une autre chose par rapport à la compréhension des enjeux. Donc, les mandats étant en train d'être limités au fur et à mesure qu'on avance, petit à petit, ces choses vont être continues. J'ai dit ça va être continu petit à petit. Parce qu'il n'y a plus de président fondateur qui dure au pouvoir avec un opposant historique à côté. Il n'y en a plus. Donc, ça contribue, je dis bien, à résorber les choses. Mais maintenant, on dirait que ça se mue en terrorisme et c'est là la crainte. Voilà. Exactement. L'Afrique reste, quoi qu'on dise, un des théâtres de nombreux conflits politiques qui donnent à penser en tout cas qu'une sorte de fatalité pèserait sur le continent. D'où notre question, est-ce que la paix serait hors des portées des Africains? Parce qu'il y a encore des foyers actifs où les armes crépitent sérieusement. Quelle est votre approche de cette question principale, Geoffroy? Mon approche, c'est qu'il faudrait qu'on comprenne d'abord quelque chose. Le philosophe Spinoza disait que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. C'est d'abord une vertu, c'est un état d'esprit. Donc, il y a une dynamique dans laquelle les pays africains devraient être. Comprenez, vous avez pris un exemple tout à l'heure avec le Tigré, mais qui mène la guerre là-bas? C'est même un prix Nobel de la paix. Donc, on ne fait pas la paix seul. Parce qu'on peut vous contraindre à la guerre. C'est pour ça que je dis, c'est une vertu, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose que vous partagez ensemble. Ce qu'il faut éviter, d'abord, c'est ce qui pourrait être chrysogène. Bernard a souligné l'élément tout à l'heure. Aujourd'hui, lorsqu'on prend le cas de notre espace CEDEAO, Ambalo l'a dit lors de sa visioconférence avec nos chefs d'État, les troisièmes mandats sont chrysogènes. Ils sont presque déstabilisateurs. Après, avant ou pendant les élections, vous avez toujours des morts. Vous avez des affrontements qui virent quelquefois à des contenus ethniques ou à des contenus selon les milieux où nous sommes. Mais quand vous regardez au début, c'est ce virage dangereux, perpétuel sur le continent qui est celui des consultations électorales et souvent très mal maîtrisé. Donc, si vous n'avez pas cette vertu-là sur laquelle vous travaillez au sein de vos peuples, évidemment, ce que vous couvez, ce n'est pas une paix, c'est une guerre reportée. Et dans de nombreux pays, on est dans cette situation-là, où on est dans de nombreux clivages, on est dans de nombreuses oppositions gratuites qui n'attendent que la bûchette d'allumettes, et puis tout est embrasé parce que tous les autres ingrédients étaient déjà là. Je pense qu'il y a ça. Parce qu'il fut aussi un temps où c'était des guerres entre pays. Maintenant, c'est fini. C'est plutôt certains pays qui servent d'arrière-base pour la déstabilisation du voisin. Et ça, parce que, bon,
on sait bien que celui qui fatigue votre régime, que je n'aime pas d'ailleurs, est chez moi. De temps en temps, je lui permets quelques petites visites et puis j'arrange quelques petites formations pour ces gars. Et puis après, j'espère bien qu'il me fera le retour de la monnaie lorsque il parviendra peut-être à ses fins et qu'il sera assis au palais. Mais le problème, c'est que lorsque vous pensez comme ça, mais sachez que vos profondeurs aussi comprendront que leur avenir est lié peut-être aux amitiés qu'ils auront avec vos voisins dans une volonté déstabilisatrice. Et puis comment est-ce qu'on en sort? Ça devient vraiment difficile. Et puis il y a une autre réalité dans laquelle nous sommes tombés maintenant. C'est toute la situation de ce que la paix n'est pas l'absence de guerre. Le Burkina est en guerre contre qui aujourd'hui? Contre des personnes qu'on ne connaît pas. Chaque matin on est tapé. Il n'y a pas une déclaration de guerre, mais chaque matin on compte des morts parmi des Burkinabés, parmi des forces de l'ordre. On est presque en guerre. Mais ça encore, il y a une façon de pouvoir y apporter une réponse. Ce n'est pas le Burkina seul. Donc l'approche de savoir à quand on tourne la page de la paix, je pense que c'est d'abord dans les vertus qu'on aura à travailler sur nous-mêmes et l'état d'esprit dans lequel l'Africain se mettra. D'accord, on aura certainement l'occasion de poursuivre ce débat sur donc la situation des conflits en Afrique. On va simplement espérer que chacun d'entre nous, en tout cas, fera tout pour être un acteur de paix, parce que vous le savez, sans la paix, il n'y a pas de développement, alors que le développement lui-même consolide la paix. Merci à tous de nous avoir suivis. On va encore vous retrouver, on va dire, demain, mardi, pour la deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. À demain donc.